Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission. Nul n'est censé ignorer la loi sur la RTB. La loi portant sur le bail locatif adoptée sous la transition en 2015 au Burkina Faso devrait faciliter l'accessibilité financière au logement pour les citoyens burkinabés, notamment ceux vivant dans les grandes villes. 5 ans après l'adoption de la dite loi, où en est-on avec son application? Que dit concrètement cette loi et à quoi devraient s'attendre les contrevenants? Des éléments de réponse à suivre tout au long de cette émission. Et pour vous donner toutes les informations relatives au bail locatif, je reçois M. Arsène Dabiré. Il est juriste au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bonsoir, M. Dabiré. Bonsoir, Madame Kaouré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la loi portant bail d'habitation privée au Burkina Faso, comme je le disais, a été votée exactement en décembre 2015 par le Conseil national de la transition, l'organe législatif de l'époque. Nous allons commencer par des questions de généralité. C'est quoi le contrat de bail à usage d'habitation? Ok, merci, Madame. Ce que je dois dire, c'est que quand on prend le bail d'habitation privé au Burkina Faso, il est régi par une loi donc, que vous avez citée tantôt, la loi numéro 103 du 22 décembre 2015, et un décret d'application ainsi qu'un arrêté d'application, le décret 687 du 8 juin 2018, portant nature des travaux à la charge du bailleur et du locataire et modalités de révision du loyer. Et l'arrêté 26 du 5 avril 2019 portant référentiel des valeurs de coût de réalisation des immeubles à usage d'habitation. Donc voici grosso modo ce qui régit le bail d'habitation privé au Burkina Faso. Maintenant, pour en venir à votre question, qu'est-ce que c'est que le contrat de bail? Le contrat de bail, il faut dire que c'est lorsque il y a un contrat de bail lorsque quelqu'un qui possède une maison ou quelqu'un qui a la gestion d'une maison la met à la disposition, donc comme je disais, d'une personne qu'on appelle le locataire, moyennant paiement d'un loyer. C'est cela le contrat de bail et ça ne dépasse pas ça. Maintenant, ça va générer des obligations qu'on pourra on va en parler un peu plus tard. Et parlant justement de cette loi qui a été votée en 2015, est-ce qu'il y a des raisons particulières qui ont prévalu à l'adoption de cette loi au niveau du CNT? Il faut dire qu'avant 2015, il a existé, je crois en 1988, un KITI qui régissait un peu le domaine du loyer, mais c'est un KITI qui est tombé, je dirais, en désuétude, et donc du coup, on était maintenant dans un domaine qui allait dans tous les sens. Et face à la pression de la population qui voulait que quand même le législateur ou l'État central intervienne pour un peu régir le milieu de la location, l'État donc s'est senti obligé d'intervenir en prenant ou en faisant adopter la loi sur le bail d'habitation privée. D'accord. Alors, le bail locatif, donc, vous l'avez un peu évoqué tantôt, engage la responsabilité du bailleur et celle du locataire. Chacune des parties a certainement des obligations à respecter sous peine d'être en porte-à-faux avec la loi. Tout d'abord, le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire de la maison à louer. Quelles sont ses obligations? Quand on prend le bailleur, sa principale obligation, c'est de mettre à la disposition du locataire la maison, donc l'immeuble à louer. Ça, et il doit s'agir d'un immeuble décent. Ça, c'est sa principale obligation. Quand vous dites immeuble décent, ça renferme quoi exactement? Ça renferme un minimum de cadre de vie, un minimum vital, notamment l'eau, l'électricité, avec pourquoi pas un cadre agréable. C'est principalement cela, un logement décent. Donc le bailleur, il est tenu de mettre à la disposition du locataire un logement décent. Il est tenu aussi de payer les droits, les taxes et impôts incombants à sa charge, notamment l'IRF, l'impôt sur le revenu foncier. Il est tenu également de garantir le locataire contre les vices d'éviction et les vices cachés. Donc c'est principalement là les obligations du bailleur. Et qu'en est-il de celle du locataire? Le locataire, tout naturellement, il est tenu, entre autres, de payer le loyer
Et donc, quand on prend une maison, à la fin du mois, on est tenu de payer le loyer. Ou en début de mois, ça dépend du contrat de bail dans lequel on est tenu de payer le loyer. Également, le locataire, il est tenu d'utiliser le local en bon père de famille. Ça, c'est une notion juridique pour dire qu'il doit utiliser le local en homme diligent et sérieux, c'est tout. Et il est tenu de restituer le local à la fin du bail. Et entre autres, s'il est stipulé aussi qu'il doit être versé ce que les gens appellent communément une caution, mais juridiquement on parle de dépôt de garantie, il est tenu de verser le dépôt de garantie avant de prendre possession du local. Et je veux dire spécifiquement par rapport au dépôt de garantie que il mérite ou il nécessite un traitement particulier à la fin du contrat de bail. À savoir que s'il se trouve que le local a subi un préjudice, le bailleur devra tenir compte du préjudice subi par son immeuble pour restituer le reliquat, je dirais, au locataire. Mais si le local n'a pas subi de préjudice, il devra restituer l'entièreté du dépôt de garantie au locataire. Et durant le séjour du locataire dans la maison, s'il y a une nécessité de faire des réparations, ces réparations sont à la charge du bailleur ou du locataire? Ça dépend des termes du contrat. Et au-delà des termes du contrat, il faut dire que c'est l'objet justement du décret dont j'ai parlé tantôt, le décret portant nature des travaux ou des réparations à la charge du bailleur ou du locataire. Je dis que ça dépend parce que le décret, ou si vous voulez donc la loi, a défini ce qu'il faut entendre par grosse réparation et par réparation locative, lesquelles sont mises à la charge du bailleur. Et ce sont les petites réparations qui sont des réparations d'entretien et les réparations courantes là qui sont mises à la charge du locataire. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets, comme on le dit? Quand on prend les grosses réparations, on a par exemple les digues, les murs de soutènement, la fissuration de béton. Ça, ce sont de grosses réparations à la charge du bailleur. Par réparation locative, il faut entendre les raccordements électriques, l'adduction d'eau potable. Ça, ce sont des réparations locatives toujours à la charge du bailleur. Maintenant, ce qui concerne les réparations, dites petites réparations à la charge du locataire, on a notamment la réparation des parties extérieures d'usage privatif. Par exemple, les portes extérieures, mais qui font partie de la maison. Quand on est dans une cour commune, la porte de sa maison, là, il s'agit d'une réparation à la charge du locataire. On a également la réparation des parties intérieures. Par exemple, les portes intérieures de la maison sont à la charge également du locataire. On a les retouches de peinture sont à la charge du locataire et c'est un ensemble qu'on appelle les petites réparations. Alors, on l'a dit tantôt, la loi a été adoptée en 2015, mais le décret d'application a été pris en Conseil des ministres en juin 2018, soit en gros 3 ans après. Pourquoi déjà tout ce temps mis avant de prendre le décret d'application? Oui, c'est une question qui revient souvent. Mais il faut dire, et la réponse que j'ai souvent donnée, c'est que lorsque vous prenez par exemple le Code des personnels de la famille, qui date de 1989, il est dit dans ses dispositions transitoires que le Code entrera en vigueur 1 an après son adoption. Je reviens là-dessus pour dire qu'il y a des textes qui ont une certaine charge sociale, notamment le texte sur le bail d'habitation privée, ça concerne tous les Burkinabés pratiquement. Et donc pour ce type de texte-là, le législateur a besoin de préparer les mentalités avant de laisser le texte entrer en vigueur, ce qui fait que souvent, c'est même dit dans le texte, et c'est le cas en ce qui concerne la loi sur le bail d'habitation, il était même prévu dans l'une de ces dispositions-là que le texte n'entrera en vigueur qu'1 an après, pour dire qu'on a
eu besoin de préparer les mentalités avant que le texte n'entre en vigueur. Alors, M. Dabiré, on va parler à présent des prix. Hein. Je pense que c'est ce qui intéresse surtout les Burkinabés. Alors, avec cette loi, il y a un référentiel de fixation des prix du loyer au Burkina Faso. Déjà, quels sont les éléments qui sont pris en compte dans la fixation de ces prix? Lorsque on a voulu fixer les prix, il faut dire que ce sont des techniciens qui ont fait le travail, notamment les architectes, les ingénieurs, génie civil et autres. Et ils ont fait des calculs savants. Mais les éléments sur lesquels ils ont bâti ces calculs-là sont les suivants. D'abord, ils ont classé les bâtiments par type. On a 3 types, type 1, type 2, type 3. Et le type 1 regroupe les bâtiments en banco. Techniquement parlant, on parle de bâtiments en adobe. Et le type 2 concerne les bâtiments en rez-de-chaussée, pas à niveau. Et le type 3, tout naturellement, concerne les bâtiments à niveau. Maintenant, chaque type dont j'ai parlé regroupe un certain nombre de catégories. Si bien que lorsque vous prenez le type 1, il regroupe 2 catégories. Le type 2 regroupe 6 catégories et le type 3 regroupe également 6 catégories. Lorsqu'on a fini de regrouper ou de répartir en types et catégories, on est passé au zonage du territoire national. Et le territoire national a été réparti en zones, en un certain nombre de zones, notamment Ouaga et Bobo ont été distingués, mis à part. Et après, on a pris les 11 chefs-lieux de région. Après les 11 chefs-lieux de région, on a les chefs-lieux de province, plus les communes urbaines qui ne sont pas des chefs-lieux de province, notamment Nyangoloko, Puitenga, Bitou, Garango et Sinkansé. Et enfin, on a maintenant les communes et villages rattachés. Voici donc le zonage qui a été fait. Après donc ce zonage-là, on a essayé de loger les types et les catégories d'immeubles dans ces zonages-là, en incluant maintenant les équipements et le coût des aménagements, notamment cours pavés, cours non pavés, ainsi de suite, pour pouvoir dégager maintenant le prix du loyer. Et on a, lorsque vous prenez l'arrêté, c'est l'objet de l'arrêté, l'arrêté fixe les coûts justement selon qu'il s'agit d'une zone urbaine ou d'une zone périurbaine, ainsi de suite. Quand vous prenez Ouagadougou, ça il faut le relever, Ouagadougou et Bobo, on a subdivisé Ouagadougou et Bobo en zone A et en zone B. La zone A de Ouagadougou regroupe la zone de Ouaga 2000, Zaka, les cités aménagées, les arrondissements 1, 2, 5, 6 et 12. Le reste constitue la zone B. Et la zone, en ce qui concerne Bobo-Dioulasso, il faut dire que Bobo-Dioulasso, toute la ville de Bobo-Dioulasso constitue la zone A, hormis les secteurs 9 à 11 qui constituent la zone B. Voilà. Alors, tout ça semble un peu confus, hein, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples concrets? Une maison du même standing dans 2 quartiers différents. C'est quoi et à combien on doit fixer le prix et quelle est la différence en fonction de ces 2 quartiers et en fonction aussi du standing du logement? Donc, avant de prendre un cas concret, il faut dire que l'arrêté dont j'ai parlé tantôt donne des coûts de surface, la surface de plancher couvert. La surface du plancher, c'est l'intérieur de la maison. Voilà. Et donc, pour calculer le montant du loyer, il faut prendre la surface du plancher couvert, on multiplie par les montants qui ont été donnés dans l'arrêté là. Là, on a le coût de la surface du plancher couvert. On ajoute maintenant le coût des équipements, ça aussi c'est dit dans l'arrêté, et le coût des aménagements intérieurs, c'est dit dans l'arrêté. Une fois qu'on a ça, selon l'article 6 de la loi, le coût du loyer annuel ne saurait excéder 7% du montant du loyer. Et si bien qu'une fois qu'on a fait cette sommation-là, on multiplie par 7, on divise par 100, là on a le loyer annuel. Et pour obtenir le loyer mensuel, maintenant, on divise par 12. Ceci dit, lorsque vous prenez une maison de la catégorie, une maison du type 1, type 1, c'est les maisons en banco. Vous prenez
Il y a certaines zones où vous n'avez pas ça. Par exemple, à Ouagadougou, dans la zone A, il n'y a pas ça. Et si bien que dans l'arrêté, c'est mentionné qu'il n'y a pas ça. Et donc, quand vous allez dans la zone B, les autres arrondissements, vous avez le coût minimum d'une maison de la catégorie B1, 30 000 francs, ça va de 30 171 à 47 314. C'est des fourchettes qui ont été données afin que bailleurs et locataires puissent s'insérer dans ces fourchettes-là et fixer maintenant le prix du loyer. Ça, c'est en ce qui concerne la catégorie B1, dans la zone B de Ouagadougou. Dans la zone B de Bobo-Dioulasso. C'est différent encore. C'est différent. Là, on a 25 543 à 42 686. Donc, on est passé de 30 000 à Ouagadougou à 25 000 à Bobo-Dioulasso. C'est pour ça peut-être on comprend, et certains disent que le loyer coûte peut-être moins cher à Bobo-Dioulasso. Peut-être que c'est lié à ces éléments-là. Oui, tout à fait. Je crois savoir que ceux qui ont fait ces calculs ont tenu compte justement de la situation géographique des bâtiments, notamment si c'est à Ouagadougou, c'est dans quelle partie de Ouagadougou, et si c'est au Burkina Faso de manière générale, c'est dans quelle ville. Donc, et tout en se disant que quand on prend la vie à Ouagadougou, elle n'est pas la même, ou elle coûte plus cher peut-être que la vie à Bobo-Dioulasso et ainsi de suite. Donc on a tenu compte de ces différences-là pour pouvoir fixer ces prix-là. Et justement, en tenant compte toujours de ce que vous avez avancé, est-ce qu'il y a un montant et que les bailleurs ne devraient pas excéder dans la fixation des prix? En principe, ce sont ces montants-là qui sont définis dans l'arrêté. Et l'arrêté, comme je l'ai dit, fixe les minima et les maxima. Donc, a priori, un bailleur ne devait pas pouvoir excéder les montants, les maxima proposés dans l'arrêté. Cependant, il peut arriver qu'un bailleur le fasse. Je dirais que c'est à ses risques et périls, parce que la loi dit que le locataire conserve le droit d'aller devant les juridictions et de demander que le bailleur soit condamné à lui reverser le trop perçu. Ça veut dire, si la loi a fixé un montant maximal de 100 000 francs et que lui, il a fixé le loyer, le bailleur, je veux dire, a fixé le loyer à 125 000 francs, ce que le locataire peut faire, c'est qu'il peut prendre la maison pendant 1 an, 2 ans, tout le temps durant, il reste là-bas. Maintenant, le jour où il va vouloir partir, il va devant les juridictions et il réclame que lui soit payé le surplus que le bailleur a perçu pendant tout le temps qu'il est resté dans le local. Voilà qui est clair. Justement, est-ce qu'avec ce mécanisme-là, on pourrait arriver à garantir les intérêts du bailleur, les propriétaires des maisons, sans aussi, comme vous l'avez dit, léser les locataires? Comment trouver le juste milieu? Oui, le juste milieu, je sais que lors des travaux, il est revenu que ce n'était pas un texte qui était fait pour les bailleurs ni pour les locataires. Il fallait trouver le juste milieu. Et la loi, bien évidemment, a prévu des dispositions aussi qui sont favorables aux bailleurs. Notamment, lorsque le loyer n'est pas payé, il est dit que le bailleur a la possibilité, et ça c'est une procédure, je dirais, exorbitante du droit commun. C'est une procédure exorbitante dans la mesure où le bailleur a la possibilité, dès qu'il n'est pas payé là, de passer voir un huissier de justice, d'expliquer les faits, et l'huissier de justice va servir ou va remettre ce qu'on appelle un commandement de payer au locataire qui ne s'est pas exécuté. Et c'est un commandement de payer sous quinzaine, donc le locataire devra s'exécuter sous quinzaine, faute de quoi la loi dit que le bailleur-là, il a la possibilité de demander au président du tribunal d'homologuer, c'est-à-dire de constater qu'il n'a pas été payé et d'ordonner donc le paiement, donc d'homologuer le commandement de payer là. Et la loi précise encore que en ce moment, le président du tribunal, il a un délai de 48 heures
pour rendre sa décision. Donc schématiquement parlant, c'est en l'espace de 17 jours, je dis bien schématiquement parlant, c'est en l'espace de 17 jours que le bailleur qui n'est pas payé peut se faire payer. Ça, c'est un avantage qui n'existait pas auparavant. Justement, et tout cela est fait dans un contexte de cherté de matériaux de construction, très souvent avancé par les bailleurs. Est-ce que vous les comprenez? Ils avancent très régulièrement la cherté des matériaux pour pouvoir fixer les prix de loyer à des coûts élevés. Oui, nous le comprenons, si bien que dans l'élaboration justement des différents textes, que ce soit la loi, le décret ou l'arrêté, ils ont été associés et ils seront toujours associés parce que, soit dit en passant, la loi dit que les coûts qui sont proposés dans l'arrêté sont révisables chaque 3 ans. Et donc, pour tenir compte de la cherté de la vie, pour tenir compte des différentes fluctuations, que l'on pourrait avoir au sein de la société. Donc, les bailleurs ne sont pas oubliés, chaque fois ils sont associés, mais bon, il faut essayer de trouver le juste milieu pour satisfaire et les bailleurs et les locataires. D'accord, Monsieur Dabiré. Alors avant de poursuivre, je vous propose d'écouter l'avis de quelques citoyens et des défenseurs justement du droit au logement par rapport à cette loi sur le bail locatif. C'est dans ce reportage signé de Draman Guéné. Lui, c'est Mamadou Ninkiema. Chaque jour que Dieu fait, il prend la garde ici devant sa porte dans l'espoir de rencontrer son locataire porté disparu depuis 2008. À cette date, Mamadou a rencontré son bon samaritain qui se propose de faire la clôture de sa cour afin de la prendre en location. Une attestation de reconnaissance de dette fut alors signée car les dépenses de la clôture devraient être déduites du loyer. Depuis lors, calvaire du bailleur. Actuellement, là aussi, là, il n'a pas venu me tenir mon cours sur ça. Le reste là, on va passer jusqu'à 2008, jusqu'à nos jours, même 5 ans. Les gens croient que j'ai pris l'argent pour travailler. C'est la clôture qui l'a fait, on devrait déduire dans ça seulement pour que je puisse maintenant commencer à faire. Maintenant, quand moi je suis revenu, je dis que le bail, actuellement, il est là, mais pour le trouver, je dois. La porte est soigneusement scellée, empêchant le propriétaire de la cour d'y mettre les pieds. Mamadou porte alors l'affaire sur la table du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Un huissier est commis à la tâche, mais le bout du tunnel est encore loin. Le locataire est toujours invisible. Souvent je viens, c'est le gardien qui est là, lui aussi il ne peut pas me répondre, chaque fois ils sont là en train de me tourner. Actuellement, je veux le voir même. Il y a quoi juste pour savoir, il y a quoi. Au début de cette affaire, le bail locatif était régi par le Code civil, une loi méconnue du justiciable lambda et qui avait aussi ses limites. Le Code civil, là, si on vous parle vraiment du volet concernant vraiment le bail privé, ça ne dépasse pas 4 feuilles. La bataille est alors engagée par les défenseurs du droit au logement qui aboutit en 2015 sous le régime de la transition avec l'adoption de la loi portant bail privé. Bon, effectivement, en son temps, en tout cas, les députés du CNT nous ont conviés pour avoir notre point de vue afin d'aller au vote. Nous sommes allés, on a défendu le dossier et puis vraiment nous étions contents. Nous avons beaucoup apprécié parce que c'est un courage quand même. Nous avons attiré leur attention effectivement que les coûts du loyer sont immenses. Ce n'est pas à la portée de n'importe quelle personne au Burkina Faso. Et surtout le fait même que c'est cher, on laisse les bailleurs là augmenter le coût comme ils veulent. La loi est votée, mais non applicable pour défaut des décrets d'application. C'est finalement en juin 2018 que ce décret est pris, mais toujours des goulots d'étranglement. Une structure spéciale devrait naître pour connaître uniquement des dossiers liés au logement. La loi, là, on avait prévu qu'il y avait une institution qu'ils allaient instaurer qui s'occupe spécialement vraiment des choses, du déroulement de cette loi-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Une institution qui est là, lorsque vous voulez prendre un bail, vous devez aller enregistrer dans cette institution. Lorsqu'il y a un problème, en tout cas, c'est cette institution qui était chargée de résoudre les conflits entre bailleurs et fonciers. Cette institution est où? Rien, depuis 2015. Méconnaissance ou laxisme, la loi existe, mais ne produit jusque-là aucun effet sur la régulation du bail. Les coûts ne respectent pas les différentes fourchettes de standing des logements. Les conflits aussi sont légion.
Vous n'avez aucun droit d'augmenter le coût comme ça. Vous pouvez augmenter le coût lorsque vous avez amélioré les conditions de vie de celui qui vit dedans. Par exemple, si le gars n'avait pas de plafond, il n'y avait pas de carreaux, il n'y avait pas de douche interne, etc. Et vous avez amélioré tout ça, mais toute personne comprend qu'effectivement, le coût que vous avez mis, il faut que vous récupérez ça. Là, vous pouvez augmenter. Mais vous construisez une maison. Vous levez vraiment le jour où vous voulez augmenter vraiment le condiment de votre femme. Vous venez dire aux locataires, à partir d'aujourd'hui, c'était 20 000 francs. J'ajoute 10 000 francs, ça fait 30 000 francs. Ça ne se fait pas. Il faut voir par exemple quelqu'un qui est en face du goudron, d'une voie qui n'est pas bitumée. On bitume, on met le goudron et automatiquement on augmente le double même du loyer. C'est illégal. Ce n'est pas conforme au texte du Burkina Faso. Le goudron, toi, tu n'as pas mis même 1 franc. Les défenseurs du droit au logement appellent vivement à l'application complète de la loi afin de garantir un abri décent à toutes les bourses. Alors, M. Dabiré, pour revenir à vous après ce reportage, est-ce que vous avez les échos quant à l'application de cette loi depuis qu'elle a été adoptée il y a maintenant 5 ans? Les échos, je dirais oui, parce que rien qu'hier, je donnais une communication sur le sujet et il est revenu que la loi fait l'objet d'une application assez timide. Timide parce que, d'une part, c'est une loi qui n'est pas véritablement connue, et d'autre part, tout naturellement, comme tout bon citoyen est réfractaire, je dirais, d'emblée à la loi, à toute loi qui le concerne là, c'est ce qui fait qu'on assiste à une application assez mitigée de la loi. Il y en a quand même, hier quand j'ai écouté certains intervenants, il y a des bailleurs quand même qui sont au courant de la loi et qui essaient de suivre les dispositions de cette loi-là. Et quelles sont justement les conséquences de la non-application de cette loi? Est-ce que déjà vous avez 20 des dossiers qui seraient pendant la justice ou bien des dossiers sur la table de la justice en lien justement avec la non-application de cette loi sur le bail locatif? Je dirais oui, parce que plus d'une personne, plus d'un magistrat, ils ont eu à m'appeler pour savoir même à l'époque si la loi était entrée en vigueur, est-ce qu'on pouvait invoquer la loi. Et il y a eu des magistrats qui m'ont appelé, il y a eu des avocats qui m'ont appelé par rapport à ça. Mais parlant de dossier précisément, je ne sais pas dans quel cadre, quels sont les dossiers qu'ils avaient à leur niveau pour examen, mais je sais que c'est parce qu'ils avaient des dossiers qu'ils m'ont appelé, et certains me l'ont dit même, seulement, vous savez, en matière judiciaire, on ne peut pas, il y a le secret qui fait qu'on ne peut pas chercher à connaître, à savoir certaines choses. Vous avez parlé d'une application quand même timide de cette loi. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est peut-être la méconnaissance, puisque il y a beaucoup, comme je l'ai remarqué, qui ne sont pas au courant de l'existence de cette loi. Quand bien même elle a été adoptée pour la population burkinabé, la population malheureusement ignore son existence, l'ignore, et c'est du reste la raison pour laquelle l'une des missions ou l'un des objectifs du ministère là, c'est de procéder à la vulgarisation de cette loi. Et l'année dernière, en 2019, il y a eu une communication ou une sensibilisation sur la question à Ouagadougou, une sensibilisation sur la question à Bobo-Dioulasso, mais ce n'est pas fini, le travail se poursuivra et il y aura d'autres communications, d'autres formations éventuellement sur cette loi-là. Et justement, quel message vous avez peut-être à lancer aux justiciables qui ne maîtrisent pas justement peut-être cette loi, et comment faire pour éviter justement les querelles qu'on voit souvent entre bailleurs et locataires? Peut-être que la connaissance de cette loi pourrait minimiser ce genre de situation. Je dirais que les bailleurs, tout comme les locataires, avant d'entrer en relation, ou disons au moment d'entrer en relation contractuelle, ont intérêt à signer un contrat écrit. Je précise bien écrit, que le bailleur et le locataire veillent à mettre par écrit ce qu'ils entendent comme obligation devant régir leur rapport, parce que ça préserve, l'écrit préserve de tout malentendu et de toute discussion par après. Et c'est peut-être inviter les uns et les autres à savoir qu'il y a
une loi sur le bail d'habitation privée et ses décrets d'application qui sont en vigueur, à chercher donc à se les approprier pour pouvoir justement demander à ce que les dispositions, chacune des dispositions de ces différents textes-là lui soient appliquées. C'est principalement ce que je pense pour tout bon citoyen, on doit chercher à faire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Arsène Dabiré. Merci d'être passé donc à éclairer les justiciables burkinabés concernant donc la loi sur le bail locatif. Je rappelle que cette loi a été votée sous la transition en 2015. Elle est donc en vigueur au Burkina Faso. Merci d'être passé et à très bientôt, certainement pour évoquer d'autres sujets à cette émission. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour l'émission Nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.